Nous allons commencer. D'abord, merci beaucoup d'être venus nombreux pour cette première conférence de l'année 2017-2018 et qui est hors cycle habituel des conférences du Temple. Donc nous sommes particulièrement heureux de recevoir M. Lestringant, Christian Feller. Merci Daniel. Donc je vais présenter M. Franck Lestringant et ensuite ce sera rapide, presque aussi rapide que Daniel. Et ensuite je donnerai la parole à Paolo Cari qui est un grand ami de Franck Lestringant et qui, c'est grâce à lui, qui est usicien, et c'est grâce à lui que nous avons eu contact avec M. Lestringant. Alors cher M. Lestringant, nous sommes très honorés de votre présence ce soir à Uzès et vous remercions infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est grâce à notre ami commun uzésien, Paolo Cari, ici à côté de nous, et avec qui vous avez souvent travaillé, que cette rencontre peut avoir lieu. Je l'en remercie vivement. Il vous dira d'ailleurs un petit mot, ce que je viens de dire, après mon intervention, qui vise à vous présenter rapidement à notre public. Franck Lestringant, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres modernes. Après un passage à la Bibliothèque nationale, vous intégrez l'enseignement supérieur et vous êtes maintenant, depuis 1999, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne. L'une de vos grandes spécialités, comme d'ailleurs celle de Paolo Cari, est la littérature des voyages de la Renaissance, notamment ceux vers le Nouveau Monde, du Brésil à la Floride et à la Nouvelle-France du Canada. Mais vous publiez aussi sur des auteurs célèbres du XVIe siècle, tels Clément Marot, François Rabelais, Montaigne, Agrippa d'Auvigné, ou encore Bernard Palissy, le célèbre potier savant. Vous n'êtes pas que passionné par le XVIe siècle, puisque vous avez publié une monumentale et exceptionnelle biographie en 2 volumes que nous avons ici, d'André Gide. André Gide, mais aussi l'oncle Charles, dont vous allez nous entretenir ce soir. Sur ces quelques thèmes et quelques autres, ce sont environ 40 livres et 400 articles qui font votre notoriété internationale. On mesure aussi celle-ci par les très nombreux cours et conférences que vous donnez dans diverses universités nord-américaines, la Californie, Atlanta, New York, Chicago, Toronto, et européennes, Allemagne, Suisse, et aussi grâce aux distinctions qui vous sont consacrées, comme celle de Dr honoris causa de l'Université de Genève. Vous êtes par ailleurs directeur de revues et de plusieurs collections d'éditeurs. Avant de passer le micro à notre ami Paolo, je signale à l'Assemblée donc que la Maison de la Presse, que je remercie vivement, est présente pour la vente de quelques-uns de vos ouvrages que vous pourrez dédicacer. Mon cher Paolo, à toi la parole. Merci. Bonsoir. Je déguerre Franck de légitimité à intervenir ici, si ce n'est qu'au titre de l'amitié et de l'estime que je porte à toi depuis très très longtemps. Nous nous connaissons depuis plus de 35 ans. Nous avons parcouru presque la planète, disons des États-Unis à l'océan Indien, à l'Italie et ailleurs. Donc on a participé à plusieurs colloques tous ensemble. Et donc il y a une vieille amitié, c'est une vieille amitié qui s'est greffée sur des raisons culturelles parce qu'on travaille dans le même domaine. Sauf que moi, j'ai jamais travaillé sur Gide. Pas du tout, hélas, parce que évidemment c'est un grand écrivain. Donc mes domaines de recherche et de réflexion portent sur d'autres écrivains, et donc je ne pourrais rien dire sur ce qui va nous raconter Franck Lestringant. Mais je suis heureux d'avoir été en cette circonstance le passeur entre les Uzésiens, dont j'apprécie depuis 15 ans la généreuse hospitalité, et Franck Lestringant. Franck Lestringant est difficile à présenter en quelques mots.
ses nombreuses qualités, intellectuelles surtout. Il a ouvert des domaines de recherche novateurs. Il a une puissance de travail inégalable. Il a des qualités d'écriture. Il a une écriture qui est profonde et claire à la fois. Et donc, il est très agréable à lire. Et ce n'est pas des mots en l'air, c'est des mots qui portent des significations très profondes. Parce qu'il a uni la littérature à l'histoire, à l'anthropologie culturelle, et donc il a fait un mélange novateur dans les études littéraires, et donc son nom restera incontestablement dans l'histoire de la culture française. Dans les noms des amitiés, je dois dire que c'est grâce à Christian Feller qui m'a proposé de faire ce agent de liaison. Et moi, ici à Uzès, désormais, où je viens dès que possible, j'ai déjà beaucoup d'amis. Et donc, je suis heureux pour la première fois de prendre la parole à cette occasion pour dire à tous les amis musiciens qui me connaissent, merci de m'avoir toujours accueilli avec beaucoup de générosité. Merci Franck, alors à toi la parole. Merci Paolo et merci Christian Feller de m'avoir présenté. Et je suis évidemment très ému d'être à Uzès aujourd'hui. Uzès où je suis venu il y a une dizaine d'années pour mes recherches sur André Gide, justement. Lorsque j'ai visité le musée d'Uzès, lorsque j'ai travaillé au musée d'Uzès sur les papiers de la famille Gide et de l'oncle Charles, justement. Je commençais par Uzès, tout naturellement. C'est à Uzès, chez sa grand-mère paternelle, une Sévenome de pure souche, qu'André Gide venait passer les vacances de Pâques avec ses parents. Il y rencontrait l'oncle Charles, qui vivait au domicile parental. Charles Gide, le futur économiste, qui est l'autre homme célèbre de la famille, il possède à Uzès son boulevard, son parking souterrain, son lycée, alors que le neveu doit se contenter plus modestement d'un chemin pédestre qui, partant du Port-Alès, sinue à travers les chênes verts jusqu'au cours de l'Alzon, la rivière ou plutôt le torrent qui coule en contrebas de la ville. André, qui est toujours avec son oncle des rapports compliqués, le représente perdu dans ses rêves humanitaires et superbement indifférent à son entourage immédiat. À vrai dire, en ce temps-là, l'oncle Charles se passionnait surtout pour l'astronomie, écrit André. Sur le bord de sa fenêtre, qui regardait vers la place aux herbes, il s'adonnait à l'étrange culture minérale. Dans des bocaux cristallisés autour de tiges rigides, des sels de zinc, de cuivre ou d'autres métaux. Ces végétations métalliques étaient dénommées arbres de Saturne, arbres de Jupiter, etc. Dans une page retranchée de Sime Grandemer, André Gide a imaginé l'enfance studieuse de Charles en lui prêtant rétrospectivement, semble-t-il, ses propres désirs et envies. En cette époque lointaine qu'André ne put connaître, le président Tancred Gide et les siens occupaient face à l'église Saint-Étienne, de style jésuite, édifiée sur le plan ou place du même nom, le premier étage d'une vaste bâtisse rectangulaire. Je cite. Sur cette étroite place où l'ombre de la maison Gide portait, s'assemblaient vers le milieu du jour les jeunes galopins de la ville. Le petit Charles, quand il levait la tête de dessus son travail, les voyait. Certes, il avait ses amis, ses camarades, ses compagnons de classe et de son rang. Avec eux, il avait pleine licence, il jouait tant qu'il lui plaisait, et parmi ses malpropres enfants, aucun ne lui paraissait plus sympathique que les petits-fils de famille qu'il fréquentait. Mais il était un jeu auquel Charles, avec les amis de son rang, ne jouait pas, ne jouait jamais. Voici. Le long du mur de l'église, il faisait face à notre maison. Une légère saillie de la pierre circulait à hauteur d'appui.
Il en restait juste assez par endroits pour y coller obliquement des pieds nus. Effaçant le poids de son corps et se coulant au ras du mur, s'agrippant au moindre détail, chaque enfant s'efforçait à son tour de franchir sur cette simèse effritée l'espace entre le porche et le bas du transept. La pierre vermillée recevait le soleil. On sentait qu'elle était douce aux pieds. Le petit Charles imaginait la sensation délicieuse. S'il avait pu, mais quoi, descendre pieds nus sur la place, se déchausser là-bas parmi les rires des gamins, et tristement, décemment, il ramenait ses regards éblouis vers les livres, tandis que sur le mur de l'église, l'ombre de la maison montait. Et Gilles concluait, jamais je ne me suis senti si proche de mon oncle que lorsqu'il racontait cela. Pour Charles enfant, comme plus tard pour André, il y avait heureusement à côté du spectacle des enfants pauvres et libres, des excursions dans la garrigue, et par exemple jusqu'au pont du Glas. Donc je reprends la chronologie des rapports entre l'oncle Charles, celui que André Gide appelle l'oncle Charles, et André. L'automne 1880 fut endeuillé par la mort du père d'André Gide. Les vacances avaient été sans histoire avec le balancement pendulaire, comme chaque été, entre la Normandie et les Cévennes. La Normandie est originaire, la famille du côté maternel surtout. Fin août, la famille s'était rendue à Nîmes, où 2 ans plus tôt, Charles Gide, celui que l'on appelait l'oncle Charles, avait épousé Anna Tourne, une Suissesse. Paul, Juliette et leur fils André avaient ensuite passé une partie du mois de septembre à Bellegarde-sur-Gare, au domaine des Sources, la propriété des parents d'Anna, dont celle-ci hériterait une dizaine d'années plus tard, en 1889. Puis il est remonté à Paris pour la rentrée scolaire. Paul Gide meurt le 28 octobre 1880, à 48 ans, d'une tuberculose intestinale à son domicile de la rue de Tournon à Paris. Un an plus tard, à la fin de l'été 1881, André et sa mère s'installèrent à descendre vers le Midi, mais cette fois-ci pour s'y installer pour l'année entière, à proximité de Charles Gide, qui occupait à ce moment-là le second et dernier étage de l'hôtel particulier des Castello, rue Saint-Lévesque. Les fenêtres, le regard dominait un fouillis de chênes verts et de lauriers, au milieu du jardin, et au-delà, la toute proche esplanade avec ses platanes. Dans le lointain, écrit André Gide, découpant sa pyramide sur le ciel bleu, on distinguait le Pic Saint. Et André Gide va commencer sa carrière, évidemment, à Paris, mais en se promenant, en oscillant entre la Normandie et les Cévennes, entre la Normandie et Uzès. En avril 1880, et puis évidemment, il y a très rapidement les escapades en Afrique du Nord, en Algérie. En avril 1895, André Gide revient d'Algérie, où il s'est rendu en janvier et où il a rencontré Oscar Wilde. Oscar Wilde, tout près de sa chute. Oscar Wilde embarque pour l'Angleterre et aura lieu ce fameux procès qui va entraîner sa condamnation au bagne et sa chute. Sur le chemin de Paris, André Gide s'arrête à Montpellier, chez Charles Gide, où il est déjà passé en janvier à son départ pour l'Algérie. L'oncle Charles le questionne, l'écoute, l'observe et ne le trouve pas aussi perverti qu'il le croyait. Il tient à rassurer sa mère, c'est la mère d'André Gide qui est très inquiète pour son fils, qui a de mauvaises fréquentations. Oscar Wilde n'est pas une très bonne fréquentation. Et Charles Gide tient à rassurer sa mère dans une lettre du 16 avril. Les confidences sur Goethe dont vous me parlez et les phrases sur les expériences de la vie qu'André est en train de pratiquer me paraissent assez innocentes. N'était pas tout à fait. En somme, André est un original, il le sera toujours, je regretterais même qu'il ne le fût pas. Conclusion de Charles Gide sur André Gide. Charles Gide, qui était l'aîné d'André Gide, qui était son cousin de 17 ans, son aîné, lui a servi en quelque sorte de tuteur, et il est d'accord avec le mariage. S'agissant de l'avenir, l'oncle Charles ne peut cacher sa perplexité. Il n'est pas dit que ce mariage soit heureux, écrit-il encore à sa belle-sœur, mais s'il ne se fait pas, l'un et l'autre probablement en seront malheureux. En sorte qu'il n'y a guère que le choix entre un mal certain et un mal éventuel. Le mal éventuel prévenu, lourd de menaces et gros de souffrances, la maladresse et l'illogisme de la phrase que Gide retranscrit tel quel dans ses mémoires traduisent bien l'embarras familial. Comme il arrive souvent en pareil cas, les événements tranchèrent à la place des individus. Et la mère
d'André Gide. Juliette Gide est mort quelques ans plus tard au manoir de la Roque-Béliard en Normandie le 31 mai 1895 et en octobre 1995, Gide épouse Madeleine Gide, sa cousine, il l'épouse et le mariage ne sera pas consommé, ne sera jamais consommé. Alors les années se passent et André Gide commence sa carrière d'écrivain symboliste d'abord, Mallarmé ensuite, et avec des excursions régulières vers le sud, vers le soleil. Ici, on découvre le soleil, on échappe à la pluie qu'on connaît trop à Paris. Et le 12 décembre 1897, par exemple, André et Madeleine Gide quittent Paris pour un voyage de 5 mois à travers l'Europe, la Suisse d'abord, puis le Midi, avant l'Italie, et le retour par le Sud-Tyrol et l'Autriche. Le départ d'André Gide, même s'il est prévu de longue date, ressemble un peu à une fuite. Pourquoi fuir à la fin de 1897 ? Eh bien, c'est le moment de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus connaît un rebondissement avec la publication en janvier 1898 de l'article de Zola, J'accuse, dans le journal de Clémenceau. Et André Gide s'échappe pour ne pas avoir à répondre. Il a signé, mais il ne l'a dit à personne. Après 5 ou 6 jours à Neuchâtel, André et Madeleine Gide rejoignent Charles Gide et sa femme près de Lausanne, où ils passent ensemble les fêtes de Noël et du jour de l'an. De Suisse, presque rien à dire. Air pur et glacé, André Gide a toujours eu un jugement très sévère à l'égard de la Suisse et des Suisses. On retape son corps en s'y exaspérant le cerveau, écrit Gide à Paul Valéry, et à Henri Guéon, un de ses camarades, le pays exerce sur moi une vraie contrainte de laideur et de froid, et le froid engourdit mon cerveau comme mes doigts pour écrire. Mon vrai lyrisme ne commence qu'à partir de 20 degrés au-dessus de zéro. Une lettre à Jeanne de Marseille, écrite à la veille de Noël, montre plus sévère encore. Nous sommes à présent dans un hideux pays. L'hygiène, bien entendu, comporte une suite d'abnégations. S'accrocher à mi-hauteur des parois de neige et de roches, avoir à ses pieds l'informe fond du lac de Genève, c'est pas très joli, et devant soi, une nature monochrome et démantibulée. Lorsqu'il est tant d'endroits où, à défaut de foyer, on se peut entourer d'une exaltation magnifique de lumière, d'art et de vie. L'abnégation est forte. J'ai le cœur congelé, le cerveau contracté, l'âme consternée par les horribles splendeurs yémales. Les splendeurs de l'univers suisse, évidemment, ne sont pas très réjouissantes. Cet automne-là, l'oncle Charles Gide, donc nous sommes en 1898, fut chahuté. C'était son premier cours à la faculté de droit de Paris, rue Cujas, un nid d'anti-dreyfusistes. L'oncle Charles venait tout juste d'être nommé dans la chaire d'économie sociale comparée, il quitte l'université de Montpellier pour celle de Paris, avant d'entrer au Collège de France, où il le fera un peu plus tard. Quittant définitivement Montpellier pour la capitale, il s'établit avec les siens au 141 rue de la Tour, dans le 16e arrondissement. Dreyfusard de la première heure, Charles Gide est la cible des étudiants de droite qui tentent d'empêcher ses cours. Il faut à ceux de l'autre bord, jeunes socialistes pour la plupart, lui tenir escorte jusqu'à l'amphithéâtre et monter à la porte une garde vigilante. Entre les deux factions, les injures et les coups de poing pleuvent. Chaque semaine, le professeur Charles Gide est accueilli par des huées et des applaudissements. Léon Blum, ancien camarade d'André Gide à Henri IV, et Jules Isaac faisaient partie de sa garde rapprochée. Pour le soutenir, Normaniens et Sorbonnards, son mot, grossissant encore leur rang de militants et de sympathisants de tout âge et de toute profession. Si bien qu'au fil des semaines, les cours de Charles Gide devint une espèce d'événement au quartier latin. André Gide, comme vous savez peut-être, s'est arrêté au bac, il a obtenu le bac. Comme il a toujours eu avec son oncle des rapports difficiles, il n'a aucune raison particulière de lui prêter main forte. Pourtant, en cet automne de lutte et d'échauffourée, automne 1898, il se mêla peut-être à l'auditoire passionné qui, contre vents et marées, écoutait la parole du maître. Une lettre de Léon Blum, du 7 décembre 1898, semble indiquer la présence d'André à ces séances houleuses, qui établirent la réputation de l'économiste et du penseur politique. Retenu jusqu'à 6 heures au Conseil d'État, Léon Blum, ce jour-là, avait pu assister au cours de Charles Gide que, de toute façon, il désirait suivre sérieusement, je referme la citation. Il comptait voir André le lendemain vers 5 heures pour apprendre de lui comment les choses s'étaient passées. Donc, d'après cette lettre de Léon Blum, on peut penser qu'André Gide a assisté au cours de son oncle Charles à Paris, des cours chahutés, et qu'il
fallait tenir contre les provocateurs de l'extrême droite. Plutôt qu'à l'oncle Charles, en vérité, c'est à son fils, Paul, que s'intéressait André Gide. André Gide s'intéressait à l'adolescent de 14 ans. Le petit Paul, on l'appelait dans la famille, pour le distinguer de Paul Gide, qui était le père, le nom du père défunt d'André Gide. André Gide, fils de Paul Gide, donc le juriste. Entre les deux cousins, André Gide et le petit Paul, fils de Charles Gide, l'écart était de 15 ans exactement, ce qui plaçait André en position de tuteur et de pédagogue. Un soir, en tête-à-tête, donc André Gide et le petit Paul, il l'interrogea sur ses pensées nouvelles. Les pensées nouvelles du petit Paul rencontrent finalement celles de Gide, celles d'André Gide. Le grand secret du petit Paul, c'était l'ambition. Il voulait avoir de l'influence, entre guillemets de l'influence. Mais non point comme son père, qui possédait sa vérité et voulait y plier les autres. L'influence qu'il souhaitait exercer était de sympathie, non d'autorité. André Gide, décidément, très intéressé et très ému par le jeune adolescent, explique à son jeune cousin ce désir qui sommeillait en lui, mais qu'il ne savait autrement exprimer. Et voici ce qu'écrit André Gide: c'est un besoin, trois petits points, sympathique, de pénétrer dans l'intelligence, dans la vie d'autrui, de modeler selon soi sa pensée, son sentiment, ses mœurs. C'est un besoin de ressemblance et de créer à son image. Et l'adolescent répond: ah, c'est tout à fait cela, émerveillé de tant d'intelligence et de perspicacité. L'aîné André Gide, dans le rôle de moraliste, comme vous l'avez deviné, ajoute ce conseil ambigu: fais attention qu'alors, on se soucie fort peu que cette influence, pourvu qu'elle soit forte, soit ou bonne ou mauvaise. Au bout d'un peu de temps, on ne comprend même plus bien ce que d'autres peuvent entendre par là. Le conseil assez redoutable et assez pervers d'André Gide. Nouvelle approbation de Paul, ravi. Oui, c'est cela, c'est cela. Bon, l'affaire s'est arrêtée là, semble-t-il, d'après le journal de Gide. Le 2 avril 1906, André Gide achève un article sur la licence, la dépravation et les déclarations de monsieur le sénateur Béranger, où il parle de la pédérastie, justement, son sujet de combat et de prédilection, on peut dire, dès cette époque. Et cet article parut dans l'Ermitage, la revue L'Ermitage, le 15 avril 1906. René Béranger avait été nommé sénateur à vie en 1875. Il avait fondé avec Jules Simon une ligue contre la licence des rues, et il était appelé en conséquence le père la pudeur. Le sénateur Béranger, on l'appelait le père la pudeur. S'engosser caricaturiste de tout poil, par exemple Pierre Louis, qu'il avait représenté dans Le Roi Pozol sous le nom de Monsieur Le Birne, en 1900, dans les aventures du Roi Pozol. En s'engageant dans la polémique, André Gide poursuivait un triple but. En premier lieu, il s'agissait pour lui de régler ses comptes avec sa famille, et notamment avec l'oncle Charles, avec Charles Gide, président. L'oncle Charles était président de la Fédération française des sociétés anti-pornographiques. Et André Gide, évidemment, a été plutôt pornographe, disons. Et de 1903 à 1907, Charles Gide était membre de la commission extra-parlementaire pour la réforme de la police des mœurs. En second lieu, André Gide saisissait le débat comme prétexte pour réaffirmer la supériorité de l'artiste sur la loi commune et sa souveraine liberté face à la morale publique. Il héritait dans cela du combat de tout un siècle, qui avait été le combat de Baudelaire, Charles Baudelaire, et de Gustave Flaubert, rappelant sa fidélité à un acquis que la tradition esthétique, romantique du symboliste avait défendu contre les tentatives d'empiètement de la morale bourgeoise. La troisième raison l'emportait en gravité sur les deux précédentes. Elle concernait la conception morale de la jeunesse. André Gide, en effet, contestait l'image de pureté que le sénateur Béranger et sa ligue bien-pensante associaient aux premiers âges de la vie. Le zèle du sénateur Béranger menaçait directement, bien sûr, sa pratique homosexuelle, ou plus exactement, si je puis me permettre l'expression, sa pratique pédérastique. André Gide avait une pratique pédérastique dès ce moment-là, et Gide entendait, si je puis dire, assurer ses arrières. En 1909, André Gide publie un autre article
où sa sexualité apparaît en filigrane, en quelque sorte. Cet article est intitulé Nationalisme et littérature. C'est le second article qu'il publie sous ce titre, il y en aura 3 au total. Il vient de recevoir l'ouvrage de son oncle Charles Gide, L'histoire des doctrines économiques depuis les physiocrates jusqu'à nos jours, ouvrage publié chez Siret en 1909. André Gide puise dans ce livre sa connaissance des théories de Carrel en adoptant fidèlement le point de vue de son oncle, allant même jusqu'à s'approprier certaines de ses phrases. Alors je cite, je fais quelques citations, et Gide les utilise évidemment à son propre profit, au profit de la pédérastie. La terre la plus riche, dit Carrel, est la terreur du premier émigrant. Quand on émigre dans un pays, les terres qu'on cultive en priorité, c'est les terres les plus faciles à cultiver. On ne va pas cultiver les terres les plus difficiles. Longtemps, l'homme reculera devant les dangers du fièvre des terres basses. Longtemps, de plus d'un lac stymphale, les rives incertaines attendront en vain leurs héros. Longtemps, de plus d'un lac stymphale, les rives incertaines attendront en vain leurs héros. Alors, en fait, l'expression est de Charles Gide. C'est Charles Gide qui, dans son traité d'économie, a mentionné les oiseaux de lac stymphale, donc qu'Héraclès ou Hercule donc, a débarrassé des barrages. Racine, écrit André Gide, ne mériterait pas tant d'honneur s'il n'avait pas compris. Et Racine a des assises, enfin, s'est retrouvé ici à Uzès. Racine ne mériterait pas tant d'honneur s'il n'avait pas compris, tout aussi bien que Baudelaire, l'ineffable ressource qu'offrent à l'artiste les régions basses, sauvages, fiévreuses et non nettoyées d'un nord-est ou d'une Hermione, d'une Phèdre ou d'un Néron, et que les régions hautes sont les pauvres. Donc, Gide, André Gide, dédaigne les régions hautes et les régions élevées et va dans les régions basses qu'il ne faut pas mépriser selon. Il reprend une phrase de son oncle Charles. L'homme a commencé par utiliser les forces des animaux, puis celles du vent et de l'eau, l'asservissement de la vapeur, puis la redoutable électricité n'a été tenté que beaucoup plus tard. Et ce parcours, c'est le parcours de l'humanité pour l'humanité, a commencé par les terres hautes et est descendu dans les plaines, dans les marécages, et c'est là qu'il a trouvé, et c'est là que l'humanité a trouvé ses richesses. Donc, André Gide fait de l'oncle Charles un usage non seulement stylistique et littéraire, mais je dirais franchement homosexuel. André a déjà écrit à cette époque, en 1909, L'immoraliste et la porte étroite. Il a déjà un projet Corridon et les caves du Vatican. Il s'affranchit des règles, mais surtout de la morale. Sa pédérastie est active et bientôt revendiquée, proclamée, détournement de l'histoire des doctrines économiques de l'oncle Charles en faveur d'une libre sexualité, d'une libre homosexualité, d'une libre pédérastie. J'en arrive à la Première Guerre mondiale, je dirais juste un mot. La Première Guerre mondiale voit la mort de Paul Gide. Le Paul Gide que courtisait André Gide un peu plus tôt. Paul Gide, l'un des fils de Charles Gide. Il est tué le 6 juillet 1915 à Souchet, près de Nantes, à l'âge de 31 ans. Gide, donc, s'était intéressé à son cousin Paul, le petit Paul. Il avait ensuite favorisé la cour que Paul a faite ensuite à l'actrice Marie Ventura, un amour de tête resté sans conclusion. Gide soupçonnait chez son cousin une anomalie psychologique, je cite, l'expression d'André Gide, une anomalie psychologique qui la met aux confins de l'impuissance. Un jour, André Gide s'était mêlé d'en parler au père, Charles Gide, qui s'était fâché. Pour l'oncle Charles, tout ce que l'André disait n'existait que dans son imagination malsaine de romancier. Voici comment l'oncle jugeait le neveu, son imagination malsaine de romancier. Commentaire de ce dernier des années plus tard, rien n'existait, il voulait que rien n'existât que la norme. Cherchez donc à causer avec ces gens-là. Remarque André Gide sur son oncle Charles. La guerre venue, Paul s'était arraché à un milieu où il gâchait sa vie, milieu d'acteurs, de joueurs, de parieurs. Il avait fait son devoir. Le sous-lieutenant Paul Gide était mort au champ d'honneur, dans un des secteurs les plus exposés du front, enseveli en première ligne dans le poste de commandement de sa compagnie, qui avait frappé un obus allemand de gros calibre. Par morale protestante, l'oncle
que Charles répugnait à tout favoritisme. Il s'était donc refusé à faire jouer ses relations pour soustraire son fils au persistant péril. À en croire Gilles, son épouse Anna Tourme, l'épouse de Charles Gilles, lui en garda une rancune éternelle. La nouvelle de la mort de Paul Gilles fut annoncée dans tous les journaux. Et Paul Valéry, alors en cure à la presse dans les Pyrénées, et Valéry est l'ami de Gilles depuis 1890, désira adresser ses condoléances aux parents. Dans la lettre où il lui indiquait leur adresse, 2 rue des Camps, Gilles confiait avec amertume et fatalisme. Hélas, la mort d'aucun de ceux qui sont morts là-bas ne m'étonne. L'étonnant, ce sera d'en voir revenir quelques-uns. Certes, comme il le reconnaîtra plus tard dans un passage du journal, où il rend tardivement hommage à son oncle Charles, André Gide, en ses premières années de guerre, est nullement exempt du péché de chauvinisme. André Gide est aussi beaucoup plus chauvin que Charles Gide. Il cède volontiers au patriotisme ambiant, partageant les enthousiasmes irréfléchis de ses amis belges ou français. Chez Théo et Maria von Weissenberg, par exemple, dans la constance assidée de Verhaeren, de Copeau, de Guéon, de Schlumberger, de Vincent d'Indy, sans emboîter le pas précisément, je n'eus point la force de protester, dit André Gide. Sa lecture favorite et quotidienne est l'Action française. André Gide est abonné à l'Action française, et il va même écrire dans l'Action française pendant la guerre de 14. Les dîners entre amis sont émaillés de propos vengeurs et triomphalistes. Convié un soir au loger, l'oncle Charles, qui n'a rien aliéné de sa liberté de penser, est stupéfait par cette ambiance guerrière. Oncle Charles, donc le père du fils qui a été tué sur le front, a risqué quelques réflexions modératrices et il est aussitôt rabroué de partout. C'est le mot qu'emploie André Gide. S'il eût continué, je lui aurais jeté mon assiette à la tête, s'écrie Guéon, en colère, une fois l'oncle reparti. On voit à ce moment-là que l'oncle Charles est beaucoup plus clément et beaucoup plus pacifiste que André. De séjour à Cuverville, après la guerre, en janvier 1923, Roger Martin Dugard est témoin d'une scène assez étonnante. André Gide lit devant Madeleine, à Cuverville, et lui un article de Charles Gide dans L'Émancipation de décembre sur les monuments aux morts qui partout s'édifient dans la France endeuillée. Voici ce que l'oncle dit en substance. Que ceux de sa génération qui n'ont pas su prévoir le désastre, s'ils se lèvent pour parler devant les tombes de leurs victimes, ne devraient pas prononcer d'autre mot que « pardon ». Pour une fois, Gide, André, est d'esprit et de cœur avec l'oncle Charles. Il lit l'article avec une telle émotion que les sanglots l'étranglent littéralement. Et il continuait sa lecture d'une voix chevrotante d'enfant qui pleure, tandis que de grosses larmes bleues descendaient le long de ses joues, rugueuses et mal rasées ce jour-là, et se rejoignaient au bout du menton. Il tremblait un instant avant de s'effondrer sur sa cravate. Cet automne 1923, Charles Gide se rend à Moscou pour un voyage de 2 semaines. Lénine est encore vivant, mais malade et paralysé, n'exerce plus la réalité du pouvoir. La Russie est alors sous le régime de la NEP, ou Nouvelle Politique Économique, ce régime de relative tolérance qui a restitué la liberté d'entreprise aux petits artisans et commerçants. Accompagné par un soviétique et un anglais, le secrétaire de l'Alliance coopérative internationale, un certain H.G. May, Charles Gide quitte Paris le 29 octobre 1923. Un voyage de 5 jours en train via Berlin et Riga le conduit jusqu'à Moscou, où il reste jusqu'au 14 novembre. Première déconvenue à la frontière, l'entrée en Russie est soumise à plus de formalités que celle en aucun autre pays. La fouille des bagages est minutieuse. À toutes les stations de chemin de fer, les sentinelles en armes, baïonnettes au canon, font les 100 pas. Les sentinelles, il y en a jusqu'à la porte de la Fédération coopérative à Moscou. Et la nuit, sous la neige précoce, ce sont des gardiens civils, également armés, qui veillent sur le seuil de presque chaque immeuble. Le jour, c'est à Bagneux. Les après-midi, une bourse noire se tient en plein air sur plusieurs places de Moscou, où on change des liasses de roubles soviétiques pour des stervonets, le nouveau billet de 10 roubles au pair de l'or, à raison de 7800, 8000, 8200 roubles papier pour un chervonet. La police tolère ces attroupements de spéculateurs déguenillés. Le pourboire
cette vilaine verrue du régime capitaliste, écrit Oncle Charles, n'a pas disparu avec l'avènement des soviets. Les communistes ont la main large pour les garçons de café et portiers des vestiaires, et il ne semble nullement craindre que la dignité de camarade ait à en souffrir. À Moscou, qui lui paraît triste et laid, Charles Gide va de visite en réception, selon un programme qui va devenir très vite un rituel et que connaîtra après André Gide dans les années 30. Un peu contre son gré, il n'a pas l'habitude de sortir le soir, et il assiste, un peu malgré lui, à un spectacle au Bolchoï, un spectacle de ballet, où il s'intéresse plus à la salle qu'à la scène. De même, à l'occasion des cérémonies du 6e anniversaire de la Révolution, sur la place rouge devant le Kremlin, cet antimilitariste, qui est Charles Gide, est contraint de voir défiler pendant plusieurs heures l'armée rouge. 30 000 hommes en uniforme grisâtre, c'est écrit ça, en uniforme grisâtre, qui n'émeut pas du tout, de toutes armes, paradant au champ de l'international et parmi les hurrahs. La vérité est que Charles Gide, bien avant son neveu, éprouve la mauvaise conscience du bourgeois de gauche face aux gens du peuple. À Moscou, les jeunes révolutionnaires qu'on lui donne pour guide ont une autre expérience des hommes de la vie que le vieux professeur que je suis, constate-t-il dans ses impressions de voyage publiées en 1823 sous le titre de Petites scènes de la vie russe. Même si sa correspondance d'alors ne traduit qu'un enthousiasme modéré, l'oncle Charles se laisse bercer d'illusions au spectacle de la société nouvelle en train de s'édifier. Il s'extasie devant le mouvement coopératif russe. Je cite, ce n'est pas seulement une nouvelle association pour diminuer le coût de la vie et libérer les ouvriers de l'exploitation des marchands, c'est vraiment une économie nouvelle qui embrasse toute la nation. Sur le chemin du retour à Varsovie, où il est reçu par les coopérateurs polonais, il découvre l'ivresse de la gloire à peu près dans les formes où André Gide la connaîtra 13 ans plus tard à Moscou. Hier, les étudiants de l'université m'ont hissé sur leurs épaules et trimballé à travers toute la salle. J'aurais préféré être à 100 pieds sous terre, écrit Charles Gide. De retour en France, Charles Gide ne chante nullement la panénopée, bien au contraire. Alors qu'il s'est montré jusque-là très critique sur le système soviétique, il tend désormais à l'approuver globalement. C'est ce qui ressort d'une interview donnée à l'Humanité le 29 novembre, sous le titre « Un voyage en Russie des Soviets ». Comme l'explique le chapeau introductif, Charles Gide a représenté au pays des Soviets les coopérateurs français. À ce sujet, il ne tarit pas d'éloges. Elles ont acquis un essor merveilleux. Après ce que nous avons vu, nous pouvons qualifier d'essai bien modeste ce qui a été fait en France. Il faut dire du reste qu'elles jouissent là-bas d'un régime de faveur. Le gouvernement ne se cache nullement pour les avantager. La marchandise leur est livrée en priorité. Les impôts ne les touchent que de moitié. Le droit, l'égalité, les bolcheviks rient de ces inventions bourgeoises. Ce qui compte pour eux, c'est l'intérêt des travailleurs. Chez eux, c'est la dictature du prolétariat. Le terme est rigoureusement exact, écrit Charles Gide. Eh bien, je l'ai vu, et je n'en suis pas effarouché. André Gide, donc, fait, dans ces mêmes années 1920, 1925, 26, son voyage en Afrique. Et il est longtemps question, dans la correspondance de Charles Gide, du voyage en Afrique d'André Gide. Le 17 janvier 1925, il écrit à Claude Gignoux, militant coopérateur du Gard et imprimeur de la revue L'Émancipation, « Mon neveu André Gide donc, allait partir pour un voyage fantastique dans l'intérieur de l'Afrique, plus loin que le Tchad, toute une année, quand il a été pris d'une appendicite et a dû se faire opérer. » Ce qui est exact, André Gide doit se faire opérer d'appendicite et le voyage est retardé de quelques mois en raison de cette opération. Mais ce n'est que partie remise à Julien de Charles, et il doit partir en juillet. Et il conclut de cette phrase extraordinaire, je me demande s'il en reviendra, car enfin, il y a déjà 55 ans. Une semaine plus tard, il renouvelle sans émotion apparente son triste pronostic. Je crois vous avoir dit qu'André Gide doit partir pour l'Afrique en juillet, et que son voyage doit durer au moins 1 an. Il écrit entre parenthèses, Congo, Tchad, Abéché, et retour par l'Égypte et par le Cameroun. L'hypothèse primitive d'André Gide, c'était de traverser l'Afrique. Comme il a déjà, et l'oncle Charles se répète, comme il a déjà 55 ans, je doute qu'il en revienne. C'est une phrase tout à fait extraordinaire. Alors André Gide se rend en Afrique, il y passe moins d'1 an, il y passe 8 mois, et il revient,
et ils se mettent à dénoncer les compagnies internationales. Ils s'engagent de plus en plus à gauche, un chemin qui va conduire progressivement jusqu'à des positions finalement assez semblables à celles de l'oncle Charles. Mais dans l'intervalle, Gilles publie Si le grain demeure. Si le grain demeure, qui comprend donc tout le récit de son enfance, son adolescence, et dans Si le grain demeure, Gilles évoque longuement sa famille. C'est là qu'il évoque Uzès, il évoque Le Gard et il évoque l'oncle Charles. Et Gilles, sur ses entrefaites, s'invite à dîner chez l'oncle Charles, fidèle à son habitude. Il s'est annoncé à la dernière minute un simple coup de téléphone, alors que l'oncle est en train d'écrire à Claude Gignoux, son imprimeur du Gard. L'oncle ne goûte guère cette désinvolture, comme il s'en ouvre à son correspondant Béquifère. Ces impromptus, expliqués, sont dans son caractère, parce qu'il préfère ne pas se lier par un rendez-vous pris à l'avance. Après dîner, l'oncle, qui n'a pas clos sa lettre, donc qui continue sa lettre après dîner, ajoute ce post-scriptum. André a publié le récit de son voyage en Afrique dans la NRF. L'oncle se propose d'en garder les numéros qu'il enverra à Claude Gignoux. Ce qui étonne le plus l'oncle Charles, c'est l'ardeur militante que son neveu rapporte du Congo. Il ne rêve plus qu'à la défense des indigènes. Ce qui est assez curieux chez un immoraliste comme lui. Voilà. Alors la publication de Si le grain demeure consterne la famille de Gilles, comme en témoigne une lettre de l'oncle Charles, toujours à Claude Gignoux. Le vendredi 24 décembre 1926, il fait part de sa tristesse et de son chagrin. Le Temps du 23, par la plume de son plus grand critique, Paul Soudet, a publié tout un article de 6 colonnes sur les mémoires d'André Gide. Vous avez un petit résumé. Alors évidemment, Paul Soudet écrit, pour la gravelure tout au moins, Jean-Jacques Lacousseau a trouvé son maître, après un scabreux souvenir d'enfance qui s'étale dès le seuil du premier volume, comme une crotte sur un paillasson. M. André Gide écrit à son tour « Je sais du reste le tort que je me fais. Un clinicien doit sonder toutes les plaies et dévoiler sans réticence son pétard, mais celles que nous exhibe M. André Gide sont choquantes sans doute, mais plus encore médiocres et dépourvues de tout intérêt. Littérairement, c'est une erreur. En certains chapitres subtils et esthètes, dont au niveau de la garçonne, vient alors la pique contre l'oncle Charles, M. Charles Gide, l'économiste et son oncle, et il en parle avec les licences d'un coquin de neveu. Coquin de neveu, tel était André Gide. Coquin de neveu ou neveu satanique, point d'interrogation. C'est ainsi que l'économiste Charles Gide, homme de gauche et même d'extrême gauche, écrit à Claude Gignoux, son imprimeur du Gard, en 1930, au point de vue moral, je cite, le qualificatif de satanique qui lui a été appliqué est tout à fait justifié. Mais, ajoute l'oncle Charles, je ne lui parle jamais de cet écrit. C'est ça qui est extraordinaire. Tous les deux publient, tous les deux sont connus, entre gens de plume, et qui plus est de même famille. C'est la plus élémentaire des prudences que de ne pas parler de ce qu'on écrit dessus. J'évoquerai pour terminer la fin de l'oncle Charles, et c'est finalement les derniers mois de la vie de Charles Gide qui ont rapproché l'oncle et le neveu. C'est ça qui est tout à fait singulier, tout à fait émouvant. L'oncle Charles meurt le 12 mars 1932. Depuis longtemps retraité du Collège de France, ou plutôt émérite, il n'est pas professeur retraité, il est professeur émérite, le professeur Charles Gide n'a jamais cessé ses activités d'inspirateur et de militant du mouvement coopératif, le coopératisme. À vrai dire, il y avait des années que l'oncle Charles et son neveu avaient conclu ce qu'on pourrait appeler un pacte mutuel de non-compréhension. En apparence, les deux intellectuels de la famille Gide avaient bien des choses en commun. On aurait juré qu'ils s'étaient fait pour s'entendre. Le même goût des idées leur faisait dédaigner le quotidien et négliger leur entourage. Tous deux plaçaient de grands espoirs dans l'humanité et le disaient dans des écrits largement divulgués. Bien sûr, ils s'opposaient diamétralement sur le chapitre de la morale. L'oncle Charles appartenait à une ligue de protection de l'enfance, tandis que le neveu acclamait l'impunité des pédérastes, voire la libre jouissance des adultes sur les enfants. C'est du moins à peu près en ces termes que l'oncle Charles voyait la chose. Chacun, manifestement, avait une piètre idée de l'autre, mais c'était pour des raisons très comparables. Ce qu'ils se reprochaient au fond, c'était le mépris d'autrui, ou
pour le dire en termes évangéliques, l'absence de charité. L'oncle, qui ne renia jamais sa prestante, détestait l'immoralisme affiché du neveu. Le neveu reprochait à l'oncle son égoïsme souverain. L'oncle disait du neveu, au point de vue moral, le qualificatif de satané qui lui a été appliqué est tout à fait justifié. Le neveu écrivait de l'oncle, mon oncle avait pour autrui, pour l'individualité d'autrui, une incompréhension quasi totale. Incapable, non certes de dévouement, de charité, d'enthousiasme, mais de discrimination psychologique. Les êtres humains entre eux ne différaient pas plus que les gouttes d'eau d'une averse. Toutefois, ce pacte de non-compréhension finit par connaître ses failles. Les années passant, ils s'étonnèrent de se ressembler si fort. Ce fut par exemple l'oncle qui, recevant la visite impromptue d'André à son retour d'Afrique, que j'ai évoqué, faisait part de sa surprise à son correspondant Claude Gigny. Il ne rêve plus qu'à la défense des indigènes, ce qui est assez curieux, puisqu'il est un immoraliste comme lui. Ou encore le neveu, qui concédait que son oncle fut fort capable d'émotions, et des plus sublimes et des plus vives, mais d'ordre toujours général, car même dans le tout dernier mois de sa vie, il lui accorda difficilement d'être tout simplement humain. Ce qui les rapprocha à coup sûr, ce fut l'engagement politique. Tous deux, à 13 ans d'intervalle, firent le voyage de Moscou. L'oncle Charles, dès 1923, comme on l'a vu, au temps encore clément de la NEP, ce régime mixte et transitoire qui avait atténué à partir de mars 1921 les rigueurs du communisme de guerre. André Gide, à l'été 1936, l'été des grandes purges staliniennes. L'oncle en revint plutôt favorablement impressionné, et le neveu, en revanche, fort critique et désormais lucide. Mais un autre événement, familial celui-là, explique le rapprochement in extremis de Charles et d'André. Le samedi 7 février 1931, s'était éteinte la tante Charles, née Anna Intour, qui toute sa vie tourmenta son mari. Chaque fois qu'il venait chez eux, elle prenait André à part et le forçait à entendre une liste interminable de récriminations, toujours les mêmes, mais reprises jusqu'à la nausée. Elle méconnaissait effroyablement ce qui fait l'extraordinaire valeur de mon oncle, disait André Gide. Ne constatait avoir qu'insensibilité dans sa raideur, dans son désintéressement d'hypocrisie, et que foutaise dans ses théories. Non seulement elle ne s'était jamais intéressée à l'œuvre, non plus qu'à l'action de son illustre mari, mais elle estimait responsable de tous ses malheurs, coupable en particulier de la mort de leur fils Paul, tué avec lui en juillet 1915 sur le front de la Somme. En l'occurrence, la tante Charles, Anna Intoum, reprochait à son mari de n'avoir pas fait jouer ses relations. Que n'avait-il mis Paul à l'abri, ou du moins obtenu un transfert à un poste moins exposé? Mais il était dans le caractère de Charles Gide de refuser tout passe-droit pour lui-même et pour les siens. Cette intransigeance protestante valut à son fils aîné, qui avait jusque-là traîné l'existence de viveur et de raté, de mourir en héros, de mourir en tout cas au champ d'honneur. La vérité est que Charles Gide fut profondément affecté par la mort de son fils, comme le prouve une lettre adressée à Claude Gignoux 3 semaines après l'événement. Le malheureux père tentait de se faire une raison, tout en croyant qu'admis à la version officielle transmise par l'état-major. De toute évidence, on avait voulu ménager la famille. On m'assure en effet que l'obus de 150, traversant 2 mètres de terre, a éclaté dans le réduit même où se trouvaient les 4 officiers et l'ordonnance, et a dû les étourdir d'abord et les foudroyer même tout à la fois par la commotion et par la déflagration du gaz. Il a fallu 2h30 pour déblayer les corps, quoique le poste de secours étant précisément à côté, où se soit précipité, et le travail a dû être interrompu, quelques-uns des soldats occupés au déblaiement ayant eux-mêmes perdu connaissance par l'asphyxie des gaz. Les corps ont été retirés sans blessure, sauf pour mon fils, précisément, une légère blessure au front. On m'assure même que les visages ne portaient pas de traces de souffrance, mais ceci peut être une phrase pour consoler les parents. Un détail poignant nous revenait sans cesse à l'esprit, le malheur n'était arrivé que parce que le réduit, ayant été construit par les Allemands et repris sur eux, se trouvait tourné du mauvais côté,
c'est-à-dire que l'entrée faisait face aux batteries ennemies, contrairement à la règle. Le petit Paul, comme on l'avait longtemps appelé, n'avait pu l'ignorer, car précisément en raison de son expérience d'exploitant de mines en Algérie, on l'avait chargé depuis des mois d'organiser des tranchées. Ce qui navrait l'oncle Charles, c'est que son fils attendait la mort, mais n'y était pas résigné. Il avait vu mourir l'un après l'autre tous ses amis et cousins, par une fatalité extraordinaire, tous ceux que ses parents invitaient avec lui le dimanche. Maintenant, concluait l'oncle Charles, il est enterré dans le cimetière des Cœurs, une petite station sur la ligne d'Arras à Saint-Paul, tout près de ses deux cousins Fabre et Granier, qu'un sinistre hasard est venu rassembler là. Le couple de Charles Gide vivait séparé depuis de longs mois, mais la tante Charles est revenue mourir au bois son mari. Cette circonstance avait ému l'oncle qui s'en ouvrit une fois de plus au fidèle Paul Gide, le vendredi 6 février. Ma femme se meurt. Elle a eu une seconde attaque hier soir et n'a pas repris connaissance depuis lors. D'ailleurs, il n'est pas à souhaiter qu'elle la reprenne car elle est paralysée. En somme, c'est une mort plutôt enviable de s'éteindre sans souffrir et sans le savoir. C'est une circonstance émouvante qu'après tant d'années où nous avons vécu séparés ou presque, elle soit venue mourir chez moi. Nous avions une quasi-réconciliation fin octobre parce que j'avais été bouleversé par l'état de détresse où elle se trouvait physiquement et pécuniairement. Quoique depuis longtemps, nous passions bien peu de temps ensemble, et même que nous nous trouvions ensemble, nous ne parlions guère, cependant son départ va me laisser un grand vide, ce qui est assez difficile à expliquer. Quand la tante mourut, disparut du même coup le principal obstacle entre l'oncle et le neveu. Personne n'était plus là pour montrer le plus jeune d'Égypte l'un l'autre. Alors André jeta sur son oncle, devenu veuf, un regard différent. Le 13 mai 1931, 3 mois après la disparition de la tante Charles, Gide déjeuna chez Arthur Fontaine, qui lui racontait une anecdote relative à son oncle. Charles Gide, peu avant la guerre, avait été invité par Paul Souchon pour rencontrer d'éminents étrangers qui souhaitaient le connaître. Durant tout le repas, l'oncle, Charles, se montra taciturne et ne dit rien que d'insignifiant. Vint le moment du café où l'on s'attendait à une déclaration. Au lieu de cela, l'oncle, passant au salon, s'empara d'un journal qui traînait sur un guéridon et commence à lire, assis à l'écart dans un fauteuil. Les convives à distance l'observaient en chuchotant. Ayant achevé sa lecture, l'oncle Charles lève enfin les yeux et dit « Mais il est fort intéressant ce journal, je ne le connaissais pas, vous n'en auriez pas un autre ?» Au lieu de condamner son oncle comme il le fait d'ordinaire, André Gide essaie de comprendre son étrange comportement et ne tarde pas à y reconnaître un comportement, un caractère proche du sien. N'est-ce pas un autoportrait qui trace dans les lignes qui suivent? Dédain, orgueil, certes, non, mais bien au contraire, retrait instinctif lorsqu'il y aurait lieu de se mettre en avant, de se produire. Au demeurant, rien de moins apprêté, de plus spontané et de plus naïf. Aucun souci chez lui de dessiner son propre personnage. L'aspect d'un moujik, dépensant très peu pour sa nourriture et son vêtement. L'oncle Charles, en vérité, était un homme conformiste. Toujours tout à fait comme lui-même, au fond, comme André Gide. Mais ce qui lui conférait ce côté ours, c'était surtout le refus de se plier aux règles sociales, l'incapacité à feindre et à se composer un masque. Le même idéal de sincérité et de droiture leur était commun, à ceci près que, de deux, c'était André Gide qui faisait le plus de concessions à autrui. L'oncle Charles en était incapable. Capable, toutefois, des attachements les plus fidèles, dit Gide, mais toujours quelque peu in abstracto, au demeurant aussi pénétrant qu'impénétrable, sinon dans le domaine des idées. Et de l'avenir aussi qu'aucune considération d'intérêt personnel, soit pour autrui, soit pour lui-même, ne put jamais impliquer ni sa pensée, ni sa conduite. Je n'imagine pas, conclut Gide, André Gide, d'être humain qui commanda mieux l'admiration, ni qui rebuta plus la sympathie. Et Gide fait corriger à Thibaudet un article qu'il a écrit où il parle de la détestation du neveu pour l'oncle. Il dit « Mais je n'ai jamais détesté, au contraire, je l'aimais bien, mais je ne pouvais pas lui parler parce qu'il ne comprenait pas. » L'oncle et le neveu vont-ils enfin s'expliquer sur leur malentendu après la mort de Madame Charles Gide? Ce serait compter évidemment sans l'autisme, si je puis dire.
puis dire de l'oncle, de plus en plus patent, renforcé à présent par un début de surdité. Qu'il est difficile de se faire entendre de lui, constate André Gide, et je ne parle point tant de sa surdité physique que de cette sorte d'instinctif refus d'audience, de créance, où se heurtent tous les propos qu'on lui adresse, qui, déjà du temps de sa jeunesse, décourageait les mieux disposés à son égard. Le 16 janvier, Gide, rentré à Paris, retrouve son oncle qui a beaucoup diminué depuis sa dernière visite. Il le trouve diminué par la fièvre, affaibli, mais l'esprit toujours alerte, toujours obstiné, plus que jamais renfermé en lui-même. Il aborde le chapitre de l'orangeade. Le chapitre de l'orangeade, c'est beaucoup plus délicat qu'on peut penser. C'est l'une des rares nourritures que l'oncle peut encore absorber dans cette dernière semaine. André Gide se risque à évoquer un souvenir de sa tendre enfance qui remonte à ses vacances d'été dans le Gard, dans sa famille paternelle. On en faisait de bien bonnes à Uzès. Réplique de l'oncle, dure d'oreille, de bien bonnes quoi? Limonade. Où? À Uzès. Le neveu s'efforce alors d'expliquer la recette de la limonade au riz. Pourquoi au riz? Pour enlever la crudité du citron. On faisait bouillir du riz et on jetait l'eau bouillante sur du citron coupé. Rectification de l'oncle, qui a meilleure mémoire qu'il me semble. Et on ne faisait cela que pour les dérangements d'estomac. Tu n'étais pas malade à Uzès. Pourquoi en aurait-on fait pour toi? Le dialogue de sourds aboutit à cette réflexion d'André sur son oncle, une réflexion déjà imparfaite. Il vivait parmi des entités, même l'amour et l'amitié devaient se dépersonnaliser pour trouver accès dans son cœur qui ne battait jamais si fort que pour le collectif. Le 14 février, Gide note avec compassion, tendresse et admiration persistante le lent déclin de son oncle. Le pauvre oncle Charles sort de la vie à petits pas. À 84 ans, sa première maladie sera aussi sa dernière. Il conserve toute sa mémoire et sa lucidité, toute son intelligence. Une note de page, le 5 mars, à propos du caractère aventureux des pronostics en matière économique et politique, assure que les prédictions de l'oncle Charles sont au contraire toujours, ou presque, que strictement réalistes. Il est probable que Gide songe à l'avènement prochain du socialisme en Europe, qu'il espère à ce moment-là, avant son voyage en URSS. Le samedi 12 mars, l'oncle Charles s'éteint à son domicile de rue des Camps à Paris. Les derniers jours, la souffrance physique ne l'a pas épargné. Devant ses visiteurs, il parlait avec difficulté. Chaque mot provoquait des nausées. Le même soir, Gide dîne avec Witty et Marc chez Yvonne de Lestrange. À peine est-il sorti que le téléphone sonne au panneau, apportant la triste nouvelle. Cela n'empêche pas Gide, le lendemain, d'emmener tout son monde au cinéma, voir un film, Mademoiselle Nitouche, un des premiers films qui tournait Marc Allégret. Mais Gide va se rendre aux funérailles. Il s'achète un costume de deuil à la Belle Jardinière à Paris. Et le mercredi 16 à Nîmes, au début de l'après-midi, André Gide assiste à l'enterrement de l'oncle Charles. Conformément au vœu du défunt, il n'y a ni fleurs, ni couronne, ni délégation, ni discours. Naturellement, je ne puis empêcher ceux qui croiront devoir venir, de venir, avait déclaré l'oncle Charles Gide à l'adresse de ses compagnons de lutte, ajoutant en toute rigueur protestante, et je dois dire que je ne serai ni plus ni moins de gré à ceux qui ne viendront pas. Je n'attache aucune valeur à ces manifestations d'amitié sous une forme extérieure. Laissez les morts, enterrer les morts. Toutefois, après avoir dicté à sa petite fille ses dernières volontés, il a ajouté de sa main tremblante cette ligne qui est une prière. Adieu, ne m'oubliez pas trop vite, Charles Gide. Sur le faire-part de décès, le nom de messieurs et madame André Gide chute en troisième position, celui de monsieur Édouard Gide et de monsieur et madame Espinasse et de leurs enfants. Il comporte ces deux versets de l'évangile de Jean, l'évangile préféré d'André Gide, qui tient une si grande place dans son traité Nous nous de tout. Il faut pendant qu'il est jour que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient pendant laquelle personne ne peut travailler. Jean 9, 4. Seconde citation, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Charles Gide, comme son neveu, pensait que le royaume de Dieu commence ici-bas, sur la terre, et qu'il affranchit les hommes de toute servitude.
partir du 1er juin 1932, Gide publie dans la NRF des pages de journal, et notamment celle du mois de janvier précédent, où sa foi dans la réussite du plan quinquennal tempère sa tristesse de voir l'oncle Charles rapidement dépérir. Cet éclairage subit jeté sur l'évolution intime de sa pensée au jour le jour propulse Gide sur le devant de la scène. Plus que jamais, il est un personnage public dont la vie affective et intellectuelle vibre à l'unisson de l'histoire universelle. Sa conversion annoncée au communisme devient un événement que chacun est à même de suivre, un exemple que l'on est libre d'incriminer ou d'imiter. Le voyage de l'oncle Charles remonte à novembre 1923. Du vivant encore de l'île, il a duré à peine 2 semaines. Le cheminement de l'oncle Charles peut instruire le neveu, tout comme ses illusions. André partage avec lui le même idéalisme, venu de leur commune éducation protestante, mais il sait quant à lui ne pas persister dans l'erreur. Une décennie s'est écoulée dans l'intervalle. Charles est excusable de s'être laissé prendre aux séductions ambiguës de la NEP. André, en revanche, se prépare au voyage de Moscou, à l'ère du totalitarisme triomphant, à l'époque où Staline a fermé dans un bain de sang son pouvoir personnel. Et je conclus par les fiançailles de Jacques Drouin. Jacques Drouin épouse Giza Soloveitchik, la fille d'un industriel né à Kovno, l'actuel Kaunas en Lituanie, qui appartient à une ancienne famille juive connue pour sa science talmudique et pour son activité sociale à la tête de diverses institutions juives de bienfaisance. Polyglotte, Leonti Soloveitchik avait fait ses études à Leipzig avant d'obtenir une licence en sciences sociales à l'Université de Genève, puis un doctorat en sciences économiques à l'Université libre de Bruxelles. Et c'est là que l'on retrouve Charles Gide. Sa thèse de doctorat, Un prolétariat méconnu, étude sur la situation sociale et économique des ouvriers juifs, soutenue le 29 mars 1898, au paroxysme de l'affaire Dreyfus, fut traduite en 7 langues et commentée à travers toute l'Europe. Elle démontait par les faits et par les chiffres le fantasme du juif capitaliste, qui fut un point de rencontre entre une fraction du mouvement ouvrier et le mouvement antisémite. Il y avait un antisémitisme de droite, mais il y eut aussi un antisémitisme de gauche. Le livre retient l'attention toute spéciale de Charles Gide, qui lui consacre un compte-rendu élogieux dans la revue d'économie politique, et qui se conclut par cette recommandation. Un semblable travail demande à être résumé sous la forme d'une brochure, à être distribué à des millions d'exemplaires. Ce serait le moyen le plus efficace de lutter contre le mensonge de l'antisémitisme et de provoquer un mouvement de généreuse pitié pour ce peuple de parias. Quel que soit le chiffre de millions ou de milliards que les plus habiles d'entre eux aient su soutirer aux chrétiens, il ne représente probablement qu'une faible fraction de tout ce que les chrétiens ont fait suer au peuple juif depuis 2000 ans. C'est ce qu'écrit donc Charles Gide dans l'Émancipation. Par la suite, Leonti Soloveitchik fut directeur du Lloyd lituanien, administrateur de la Banque d'État, président de la Chambre du commerce de Kovno et de l'Union des industriels de Lituanie. L'oncle paternel de Giza Soloveitchik, bibliste réputé, ministre des Affaires juives en 1919-1920 de Lituanie indépendante et directeur de la section sciences religieuses de la grande encyclopédie juive éditée à Berlin, émigra au début des années 30 en Palestine, où il devint membre de l'exécutif sioniste. Chargé de famille, quant à lui, faisant vivre tout son clan grâce à ses multiples activités, Leonti se trouvait en Lituanie lors de l'invasion soviétique en 1940. En tant que capitaliste, il fut déporté avec sa femme en Sibérie. Il eut la chance d'être libéré en 1947, s'installa à Paris et consacra le reste de son existence à obtenir la libération de ses anciens compagnons de captivité. Je vous remercie.
tu as fait une allusion au problème de l'antisémitisme. Je voulais justement que tu approfondisses un peu, parce que la position de Gilles me semble plutôt envoyante. D'abord, il avait une attitude, successivement, il a changé. Et si tu veux éventuellement donner quelques précisions là-dessus, ça c'est une question qui me semble importante parce que ça concerne non seulement Gilles, mais un peu la culture française de cette époque-là. Oui. Voilà. Alors, l'autre question, je la pose après. Alors, comme je l'ai dit, j'ai cité, vous avez entendu, mais je ne répéterai pas ce que j'ai dit, évidemment, bien entendu. Charles Gilles était philosémite, était opposé à l'antisémitisme. Il a combattu l'antisémitisme. Alors, son neveu, André Gide, est beaucoup plus ondoyant. Et c'est ça qui m'a surpris et qui m'a étonné, qu'un protestant soit antisémite. Et ça n'est pas, malheureusement, incompatible. Ça n'était pas incompatible. Ça n'était pas incompatible à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. L'épouse de Gide, était une fervente protestante, et qui a engagé son mari, si André Gide s'est engagé dans l'affaire Dreyfus et a signé donc la défense de Zola. Enfin, il ne signera pas pour Zola, il signera pour Dreyfus, mais pas pour Zola. Quand on demandera de signer pour Zola, ils s'abstiendra. Mais Gide est antisémite finalement. Mais sa femme, pire encore, c'est ça, sa femme qui milite pour Dreyfus, en faveur de Dreyfus, et qui fait signer son mari, même si elle n'est pas des Juifs, elle le dit, même. Il y a des choses plus terribles dans sa correspondance, dans ses lettres. J'ai eu ces lettres entre les mains, il y a certaines lettres qui ont été effrayantes. Voilà. Et à la différence donc, du couple Gide installé à Paris, et partageant l'antisémitisme dominant, c'est celui de Valéry. J'étais il y a 15 jours, oui, Céline, bien sûr, et Paul Valéry. J'ai évoqué Paul Valéry, qui était l'ami d'André Gide, un ami assez intime. Pendant plus de 5 ans, ils ont été amis tous les deux. Mais Paul Valéry est antisémite, et il est anti-Dreyfusard parce qu'il travaille au ministère de l'Armée à ce moment-là. Et évidemment, il écrit une lettre, il est scandalisé quand Gide signe, quand il aperçoit la signature de Gide en 1898, il est complètement scandalisé. Donc il y a un antisémitisme régnant, dominant. Ce qui n'empêche pas André Gide, tout en étant d'un antisémitisme latent, de prendre parti pour les Juifs. C'est ça le paradoxe. J'ai évoqué le personnage de Léon Blum. Léon Blum, futur Premier ministre, futur chef du Front populaire, que vous connaissez tous, bien sûr. Léon Blum a été l'ami, et Blum a une phrase terrible. Il dit que Gide a été son seul ami. Il n'a pas une amie, son seul ami, c'est André Gide. Mais son seul ami était antisémite, il a dit des choses terribles sur lui, dans son journal. Alors, Gide, tout en ayant un préjugé, disons, parlons de préjugé défavorable, a néanmoins pris la défense des Juifs dès 1937-38. Il y a nombre de lettres de lui que j'ai retranscrites en partie dans le tome 2 de ma biographie, où il prend la défense des Juifs allemands réfugiés en France et que l'on ne laisse pas libre, qu'on emprisonne, qu'on enferme dans des camps parce qu'ils sont allemands. Ils sont allemands, donc on les enferme. Alors qu'on aurait pu en faire des soldats qui auraient pu nous défendre contre les Allemands en 1940, mais on les met en prison et on les fait sans après. Alors, il écrit des centaines de lettres pour tel ou tel juif emprisonné en France. Ça, c'est tout de même exemplaire, même s'il garde ses préjugés, que je qualifie un peu brutalement, excusez-moi, d'antisémitisme. Mais c'est pour le distinguer de l'antisémitisme de Céline. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il n'a pas encouragé, il n'a pas applaudi à la persécution, à la destruction des Juifs d'Europe par Hitler, évidemment. Il a essayé de protéger, de défendre les Juifs. Et il a été l'ami. Et Léon Blum, c'était mon seul ami. Bon, le problème, c'est qu'il a écrit certaines choses qui l'ont reposé. Autre intervention dans la salle? Oui. Merci, monsieur. Je vais aborder un sujet plus léger que
que l'antisémitisme, qui en effet était à la mode, si on peut dire, à l'époque, et qui n'était pas forcément quelque chose de choisi personnellement. Mais là, je voudrais revenir à Charles Gide et à un aspect, de ce qu'il a fait, qu'on a découvert à l'occasion des rencontres Charles Gide qui avaient été organisées à Uzès il y a quelques années par la Ligue des droits de l'homme, et qui nous avait fait découvrir les dessins que Charles Gide faisait dans sa jeunesse, sa jeunesse adulte, et qui sont des dessins magnifiques qu'on a retrouvés chez les descendants de Charles Gide à Bellegarde et qui ont été exposés à la médiathèque ici. Voilà, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est tellement connu. Et, merci, madame. Non, ce n'est pas... sûrement, oui. Mais ce n'est pas tellement connu. Ouais. Et merci de ce témoignage. Oui, monsieur. Ça risque d'être un peu long, mais j'aimerais que vous me donniez un peu plus de précision sur les visions économiques de Charles Gide, notamment son mouvement coopératif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment sa spécificité, comment elle est située par rapport au mouvement socialiste général? Quel est l'apport de Charles Gide sur cette question économique, notamment sur le mouvement coopératif? C'est une conférence entière, d'accord. Quelques mots. Mais je vous remercie de votre question, mais je ne suis pas compétent pour répondre, hein, tout simplement. Je vous avoue mon innocence. J'ai lu les quelques textes que le neveu commande de l'oncle Charles, mais le coopérativisme, évidemment, c'est pas du tout le colcos, c'est pas ça. C'est ça, on peut peut-être le reprocher d'avoir confondu un petit peu, d'avoir imaginé que l'Union soviétique, c'était le rêve coopérativiste réalisé. Et c'était pas tout à fait la même chose, hein, c'était pas du tout la même chose, même finalement. Voilà, je peux pas en dire beaucoup plus, il y a peut-être des gens ici qui connaissent mieux le sujet que moi. Y a-t-il quelqu'un Y a-t-il un coopératiste parmi vous? Il y a certainement des admirateurs et des partisans du coopératisme, on l'est tous finalement. Mais voilà. Donc s'il peut marcher au niveau de la coopérative ouvrière, d'une imprimerie, peut-il se produire, se faire au nom d'un pays, à l'échelle d'un pays? Et avec les soviets organisant tout ça, on peut en douter. Charles Gide s'est peut-être trompé, mais il s'est trompé, il a fait un beau rêve. Peut-être que je peux le dire, mais c'est juste pour réagir. Il y a à Nîmes une revue, bien sûr, il y a eu plusieurs colloques sur l'aspect coopératif. Et alors, ça a été travaillé. Et en fait, bon, alors, il y a aussi l'histoire régionale, les cadres coopératives, mais aussi, il y a par exemple le travail de Charles Gide qui demandait aux familles protestantes de Montpellier et de Nîmes, avec le chemin de fer, d'envoyer les enfants à la montagne pour respirer le bon air. Et en fait, il y a un lien, par exemple, c'est peut-être secondaire, parce que moi j'ai travaillé l'aspect politique, mais ni économique. Mais en fait, c'est assez étonnant, c'est au Chambon-sur-Lignon, on dit que si les protestants ont caché beaucoup de juifs, c'est parce qu'ils ont été conduits par le mouvement coopératiste. Les paysans ont été encouragés à aménager des chambres pour des enfants protestants de Nîmes et de Montpellier qui devaient monter, s'occuper des chambres, etc. Et en fait, quand il y a eu la persécution des Juifs, il a suffi que les pasteurs disent on cache les Anciens Testaments pour que ce soit déjà possible pour que les familles, les agriculteurs protestants, darbistes ou catholiques aussi qui l'ont fait, ont pu cacher les enfants juifs en une quantité quand même impressionnante. Oui. Merci. Michel Rieux, pardon, j'entends plus. Oui, merci beaucoup de votre exposé.
Mais pour en revenir à André Gide, Oui. comment vous situez André Gide dans tout le contexte culturel qui a suivi la Grande Guerre? C'est-à-dire tout le mouvement, aussi bien pictural que littéraire, Oui. Comment se situait-il? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Gide, il se situe en tête de ce mouvement, c'est ça. Il devient tout d'un coup la guerre de 14, qui a massacré toute la jeunesse française, qui a supprimé plusieurs générations, qui était terrible. Mais tout d'un coup, Gide s'est trouvé au devant. Il s'est trouvé en tête, en quelque sorte. Et il y a comme auditeurs des gens comme Aragon, Breton et Lehar. C'est ça, c'est cette rencontre qui saute une génération. Des jeunes gens de 20 ans, il est né, lui, en 1869. Il a donc déjà, en 1918, il a donc 50 ans. Il est pas loin de 50 ans. Et tout d'un coup, il se trouve environné de jeunes qui se réclament de lui. Et les futurs surréalistes, qui sont d'abord des dadaïstes à l'origine, se réclament de lui, comme Aragon, mais qui va le trahir 2 ou 3 fois, évidemment. Aragon est spécialiste du genre, mais Aragon, Breton aussi, qui va aussi le trahir, etc., etc. Donc tous ces gens-là se trouvent devant Gide, et Gide, évidemment, était soit parce qu'ils abandonnent lui, qu'ils prennent leur tête, et Gide, tout d'un coup, se trouve au premier rang. Alors que jusqu'à la guerre de 14, son public est assez restreint. Il est déjà connu, bien sûr, il publie beaucoup. Il publie non seulement des livres qui se vendent peu, mais il écrit énormément d'articles dans la NRF ou dans l'Hermitage, je vais citer plusieurs titres. Donc, c'est la guerre qui l'a propulsé en avant. Bon, la guerre de 14, je suis passé un peu vite parce que c'est un peu, ça aurait été trop long dans mon exposé. Au début de la guerre, Gide arrête d'écrire. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est que dans sa vie, il y a eu 1 an et demi ou 2 ans presque, sans écriture. Et même le journal est très pauvre pour cette période. Il s'occupe des réfugiés belges en France. Tous ceux qui ont reflué devant les Allemands, devant l'arrivée des Allemands. Et il y a eu, je crois, 2 millions de Belges en France. Certains sont revenus en Belgique avant la fin de la guerre. Mais il y avait donc un foyer des réfugiés franco-belges, un foyer franco-belge, dont Gide s'est occupé. Il n'a fait que ça pendant 2 ans. Et puis progressivement, il est revenu à l'écriture, il s'est retrouvé à Cuvier-Ville, il a regagné Cuvier-Ville, et c'est là qu'il commence à écrire ses mémoires, il commence à écrire ses devoirs de mœurs. Et voilà. Donc Gide se trouve propulsé au premier rang de la scène littéraire, de la scène culturelle, après la guerre. Et il garde son premier rang pendant tout l'entre-deux-guerres, jusqu'à, et peut-être même après la guerre, où il reste un personnage tout à fait de premier plan. Oui, peut-être 1 ou 2 interventions encore, et ensuite... C'est bien sûr un chef de file dès avant la guerre de 14, chef de file de l'école symboliste, mais ça reste il s'adresse à un public limité, et le public très large, le grand public, c'est après la guerre de 14 qu'il le touche. Son premier grand succès de librairie, il publie ses livres à compte d'auteur. Vous savez qu'il a publié tous ses livres à compte d'auteur, tous ses premiers livres, et de nombreux livres, jusqu'en 1914. Et alors ensuite, il pourra publier aux frais de Gallimard ou d'autres. Son premier succès, c'est Les Caves du Vatican. Les Caves du Vatican qui paraît, un roman qui paraît en 1914, qui paraît quelques mois avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et c'est son premier succès, mais c'est un succès qui annonce les vrais succès qui sont après la guerre de 14. Où il devient le chef de file. Et avec ce glissement aussi, ce glissement politique de la droite, de l'extrême droite, l'Action française, il n'est pas Action française, mais il écrit quand même à Charles Maurras pendant la guerre de 14. Il dit « Je suis d'accord avec vous, vous avez raison ». Et puis, sa première lettre, la première lettre qu'il écrit à Charles Maurras est publiée dans l'Action française. C'est tout à fait incroyable. Et puis, vers la fin de la guerre, il commence à dire finalement bon, je suis proche de vous, mais... Bon, et la deuxième lettre n'est pas publiée, et il n'est pas nommé. Maurras ne pas bien publié. Voilà. Et puis, il glisse progressivement vers l'extrême gauche, qui le rejoint au moment du voyage à Moscou. Voilà. Avant de se rétracter, oui. Puisqu'on parle de littérature, je voulais savoir, dans les années 30-40, oui.
où il était au maximum de sa renommée, etc. Il a eu sûrement des rapports avec la littérature, le romancier de droite, qui était de l'époque de La Rochelle, Brasillac et autres. Et donc, quel était son rapport, puisqu'il glissait vers la gauche par rapport à ces écrivains, qui étaient aussi très connus et qui... Oui, puis ces écrivains que j'ai nommés, Aragon ou André Breton, au départ, c'était des jeunes gens d'une vingtaine d'années qui avaient fait la guerre de 14, qui avaient échappé au massacre général, qui étaient des survivants de la guerre et qui n'étaient pas spécialement orientés de tel ou tel côté, qui étaient surtout des anarchistes à l'époque. Ils vont s'engager dans le communisme beaucoup plus tard. Et Breton va s'engager qu'un temps pour le communisme, à la différence d'Aragon qui va y rester. Il va rester jusqu'à la fin, enfin presque jusqu'à la fin de ses jours. Donc il y a une évolution progressive, comme la France, même comme les intellectuels de France se déportent vers la gauche. Mais il y a évidemment les gens de droite et d'extrême droite qu'il a connus en partie, il a cessé de les fréquenter assez vite après la guerre. Oui. Par exemple, il n'a pas connu Céline. Alors, tu as parlé de Céline. Alors Céline, il ne l'a pas rencontré, je crois qu'il ne l'a jamais rencontré, mais il l'a lu, évidemment. Quand je dis qu'il l'a lu, il n'a pas lu seulement Le Voyage au bout de la nuit, il a lu Les pamphlets antisémites. Et il en parle, il fait un compte rendu. Alors, il y a un texte de Gide, et justement, on voit cet antisémitisme qui est édulcoré à ce moment-là, qui est écrit, je crois, en 1935-1936, enfin, au moment du front, vers l'époque du front populaire. Il écrit sur un... Oui, et alors il juge, il admire, alors il dit qu'il admire le style de Céline, évidemment, comme nous tous d'ailleurs, enfin il admire le style de Céline, mais il déplore ses idées, mais il les traite avec légèreté, avec une espèce d'ironie un peu discutable, un peu regrettable, évidemment, quand on relit cela aujourd'hui, on se dit quand même, il est un peu léger, mais effectivement il en parle. Mais, et puis, après la guerre, il interviendra pour sauver quelques-uns qui ont été compromis dans la collaboration. Alors, je ne sais plus le nom, mais j'ai oublié le nom. Quelques écrivains qui avaient vraiment... Il avait son secrétaire avant la guerre a glissé vers l'extrême droite et s'est trouvé... Campbell. Oui, merci. Oui. Et il glisse. Alors Gide prend sa défense, même si ça ne partage pas du tout, évidemment. Bien sûr. Et il a signé pour Brasillac, je crois. Je ne sais pas si je ne suis pas sûr. Alors, Gide, si vous voulez, pendant la guerre, c'est une longue histoire, mais une histoire très compliquée. Parce que Gide se trouve en Afrique du Nord. Gide a quitté la France en 1942 pour l'Afrique du Nord. Il passe la fin de la guerre en Afrique du Nord, d'abord en Tunisie, qui est occupée par les Allemands, les nazis. Et Gide se cache, il se laisse pousser la barbe. J'aurais bien aimé retrouver une photo de Gide avec la barbe, il a la barbe. Alors, vous connaissez peut-être des photos d'André Gide avec la barbe, il se cache à Tunis, pendant que Tunis est assiégée. est aux mains des Allemands et des nazis, qui font porter l'étoile jaune aux Juifs de Tunisie, c'est quand même terrible. Et puis, les Américains perdent les premières batailles, ils sont battus à la torture par les Panzers, finalement ils finissent par l'emporter quand même. Et Gide est libéré, à ce moment-là, il passe en Algérie. Il reste en Afrique du Nord pendant toute la fin de la guerre, et pour quelle raison? Enfin, pour plusieurs raisons, mais disons pour une raison politique assez évidente, c'est que les communistes l'attaquent. Les communistes ne lui ont pas pardonné ce qui s'est passé en 1936. Les communistes sont toujours contre lui en raison du retour de l'URSS, ils ne l'ont pas pardonné. Et il y a des textes d'Aragon qui sont épouvantables, de 1944, où il appelle, on sait tout juste, c'est qui appelle en mer. Oui, il appelle à mort, enfin oui, absolument. Et alors, il y a des gens qui interviennent en sa faveur, évidemment, c'est facile de défendre. Mais Gide se méfie et ne retourne en France que quelques jours avant l'armistice, en 1945, au tout début de mai 1945, je crois le 2 ou 3 mai, il revient en France, et quelques jours plus tard, l'armistice est signé. Mais Gide à ce moment-là, Gide est devenu très méfiant à l'égard des communistes principalement, et de la politique en général. Vous devez savoir par ailleurs que Gide n'a jamais voté de sa vie. Il n'a jamais voté.
même en 1936, il était de gauche, mais il n'a jamais déposé un bulletin de vote dans une urne. C'était un peu l'attitude de ces intellectuels de la fin du XIXe siècle. Ils sont ici à l'écart, ils sont au-dessus de la mêlée, hein, c'est des symbolistes, c'était ça. Il est resté un peu sur cette position-là. Ensuite, il s'est engagé, il n'a jamais déposé un bulletin de vote dans une urne. Bien, eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là.